Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc nous sommes Patrick Lation, qui est chef du développement low-code à l'État du Valais, et moi-même Bertrand Zermatten, architecte d'entreprise. Donc on va vous parler d'abord du cheminement qui nous a amené à choisir le low-code, donc la plateforme Mendix, et ensuite Patrick va rentrer dans le détail de l'implémentation et de qu'est-ce qu'on a mis en place pour l'instant. Je vais commencer par vous montrer pourquoi on est arrivé au low-code. Donc l'État du Valais, c'est 5 départements, 50 services et offices, donc plus de 50 métiers différents. On a 3 dispositifs de production IT, un à la police, un pour l'enseignement et un pour l'administration, dont on fait partie. C'est 4400 employés et qui sont clients du service cantonal de l'informatique, donc nos clients. Donc le service cantonal de l'informatique, c'est un service comme un autre, sauf qu'on est beaucoup moins. Donc on est l'équivalent de 82 EPT, environ 90 personnes. Et on s'occupe du data center jusqu'au poste utilisateur et les développements. On essaie de faire le plus possible en interne. Il y a aussi un centre d'impression dans ces personnes-là. Voilà. On s'occupe de plus de 800 logiciels, donc qui sont soit déployés dans notre data center, soit installés sur les machines des utilisateurs. Ce qui fait qu'on a moins de temps pour l'innovation. Donc on doit s'occuper du développement de certaines de ces applications, bien sûr pas toutes, l'installation de la plupart et le support, ce qui diminue donc notre capacité d'innovation. Comme on n'a pas le temps de servir tous nos clients, on a bien sûr un peu de shadow IT. Donc on est confronté à ce mal, je pense, qui touche pas mal de services informatiques. Donc chez nous, il y a des applications PHP qui traînent, qui sont déployées soit en externe, soit sur des machines un peu fantômes. Il y a des fichiers Excel, énormément de fichiers Excel qui contiennent de la donnée hyper importante, des bases Access, du FileMaker, etc. Donc on doit trouver une solution pour lutter là contre. Parce que la donnée, autant la garder centralisée, avoir un contrôle dessus, la sécuriser, organiser des backups. Par exemple, on a des applications assez importantes comme les électeurs de l'étranger, qui est dans un fichier Excel, qui était ou qui sera plus, enfin voilà. Différentes subventions, des millions qui sortent de l'État juste par définition d'un fichier Excel, donc c'est pas vraiment acceptable. On a défini quelques besoins avant de choisir la solution. Donc là, on doit centraliser et sécuriser les données. Donc, dans notre data center, pour offrir de la haute disponibilité des backups, etc. Assurer une architecture cohérente, ça me touche pas mal, donc c'est très important. Garder le contrôle sur les développements. Et aussi libérer du temps IT pour faire des développements à haute valeur ajoutée. Donc pour ça, une des solutions, c'est de déléguer une partie du développement au métier, en utilisant les citizen développeurs, comme on dit. Et donc la plateforme qui devait être choisie devait permettre d'être déployée, enfin d'être opérée par le métier directement. Les développements doivent être accélérés pour convaincre le métier. Parce que le métier, s'il arrive très rapidement à développer une application Access, il n'a aucune raison de changer si la nouvelle solution est plus complexe. Donc on a défini 16 exigences pour la plateforme. Donc la première, c'est qu'un BA ou un développeur junior puisse utiliser la plateforme. Chez nous, c'est des ingénieurs forestiers, ça peut être un ingénieur du bâtiment. Donc quand même du personnel technique, mais pas forcément des informaticiens qui vont pouvoir développer dans la plateforme.
On doit avoir un gain de productivité, permettre des itérations et pouvoir transférer les développements complexes à une équipe de développement. La plateforme doit s'intégrer dans la gouvernance informatique de l'État du Valais, dont je parlerai un petit peu plus tard. Un élément très important, c'est l'abstraction lors des migrations de framework de présentation. Aujourd'hui, on a des applications encore en AngularJS, et c'est la croix et la bannière pour migrer à Angular X. Donc on veut éviter ce genre de travaux titanesques qui n'ont aucune valeur à ajouter pour nos clients. Le développement doit être ergonomique, simple, dans l'enchaînement des écrans, etc. La montée en version de la plateforme, il doit être transparent. Donc si aujourd'hui on met à jour SAP, c'est 6 mois de test, 6 mois de travail. Et on veut éviter ce genre de problème. On doit pouvoir mettre à disposition de chacun des composants réutilisables, donc avoir un store intégré à la plateforme. Ça doit s'intégrer aux différentes solutions, donc SAP, comprendre les services REST, du SOAP aussi, ça existe encore. Pouvoir publier des messages sur une queue JMS pour faire un peu d'asynchronisme. La plateforme doit offrir une sécurité évoluée, donc basée sur des rôles, supporter OpenID Connect, SAML 2, permettre de générer, ça c'était un peu la cerise sur le gâteau, de générer des applications mobiles et offline si possible. Le déploiement doit être fait par le métier, donc sans compétences techniques. La personne ne doit pas forcément savoir utiliser Git, lancer des flux de déploiement, etc. La traduction, vu qu'on est en Valais, elle doit être aisée et simple pour l'application, mais aussi pour les données de l'application. On doit avoir la possibilité d'ajouter du code spécifique, parce que bien sûr que ces plateformes n'ont pas tous les composants à disposition. On doit pouvoir ajouter du code spécifique, mais quand on fait les mises à jour, on ne doit pas perdre ce code. Un élément hyper important pour les cantons, c'est le déploiement on-premise et sur OpenShift pour nous. Donc c'est un must-have. Le déploiement hybride doit être possible aussi, si on veut publier dans un cloud X ou Y. Et enfin, ça doit être basé sur un écosystème Java, parce que c'est le standard de l'État du Valais. Donc le choix de la solution, il s'est arrêté à une seule solution, c'est Mendix, qui répond à la plupart de ces points, voire tous ces points. Et c'est là qu'on a procédé à un appel d'offres pour l'intégrateur uniquement. Donc c'est SmartWave qui a été choisi pour nous accompagner dans la mise en place de la solution. Tous les développements doivent être intégrés à la gouvernance globale de l'État du Valais. Donc on a souvent la question, mais comment vous faites pour gérer les applications qui sont développées par le métier? Donc tout nouveau développement à l'État passe par un groupe, le GTD, qui permet de valider quelle est la plateforme cible pour un développement. Donc c'est à ce moment-là que l'architecte choisit si on fait du Mendix, si on fait du développement Java, si on achète une solution dans un autre canton ou on customise SAP. Donc c'est comme ça qu'on garde le contrôle sur les développements Mendix. Voilà. Merci. Donc là, on a vu comment on est arrivé à choisir Mendix. Maintenant, on va voir, dans le début, qu'est-ce que c'est Mendix finalement. Et puis ensuite, on va voir un peu comment on a mis en place, quel a été le processus pour arriver à avoir du Mendix chez nous à l'État du Valais. Mendix, on a souvent tendance à penser que c'est juste un outil de développement, mais en fait, c'est une plateforme complète qui offre toute une palette d'outils pour nous aider à développer les applications, avec un concept qui est Citizen Developer. Donc ça doit être le plus simple possible.
Si on voit cette image, si on prend en haut à gauche, pour commencer, c'est un peu le portefeuille des projets auxquels participent les développeurs. En fait, ce n'est pas forcément que des développeurs, ça peut être du product owner, du business analyst, le scrum master, etc. En fonction des rôles que vous avez, vous allez pouvoir voir vos projets et puis avoir différentes actions dans le portail Mendix, finalement, qui permet de gérer, superviser les projets. Après, si on passe dans le sens des aiguilles de la montre, donc sur la droite, il y a des outils de suivi de projet avec alors c'est fortement agile Scrum aujourd'hui. Il y a une nouvelle version qui est en phase bêta où ils vont amener aussi du Kanban pour ceux qui préfèrent faire ça. Mais on a tous les outils de créer des stories, faire des sprints, organiser le travail et avec aussi la possibilité pour les utilisateurs de remonter facilement des feedbacks directement depuis l'application. Il y a un petit widget, vous pouvez faire votre feedback, ça remonte dans cette partie-là et vous pouvez les transformer facilement en story pour savoir ce qu'il y a à faire au niveau du développement. Ensuite, si on continue, ce sort de petits processus, là en fait c'est ce qu'on appelle des microflows. C'est là où il y a de la logique, en fait c'est les outils de développement. Avec Mendix, il y a deux outils. Il y a un outil no-code qui est vraiment un éditeur en ligne au travers de votre navigateur web. Et puis, il y a la version low-code qui, elle, c'est vraiment un IDE que vous installez sur votre poste de développement, un client lourd, qui lui permet alors d'avoir l'entier de la palette des options de développement avec Mendix. Typiquement, la gestion des traductions, c'est dans la partie client lourd que vous allez la développer. Avec le client no-code, vous êtes plutôt sur du maquettage. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est plus pour du maquettage ou éventuellement pour des utilisateurs un peu finaux qui vont vouloir customiser un peu certaines couleurs, certaines positions de boutons, ce genre de choses. Avec Mendix, vous avez aussi des possibilités. Après, ça va dépendre un peu de la façon dont vous installez les Mendix sur vos environnements. Mais il y a aussi moyen de faire de l'automatisation de tests. Il y a différents composants qu'on peut mettre dans les applications. Nous, on va plutôt regarder pour intégrer ça avec nos autres outils aussi, vu qu'on a des projets d'automatisation de tests à plus large échelle. Donc l'idée, ce serait de pouvoir s'intégrer avec les outils standards qu'on a à l'État du Valais. En termes de déploiement, Mendix offre différentes possibilités. Alors le Mendix Cloud, c'est la version standard, on va dire. Et puis après, il y a différentes possibilités, du SAP Cloud ou du on-premise, que ce soit en private cloud ou en machine virtuelle, vous pouvez avoir différentes options. Comme a dit Bertrand, nous, ce qu'on a visé, c'est vraiment du private cloud. Et on le verra après en mode connecté, petite subtilité qui permet d'avoir une interaction entre le portail Mendix et nos serveurs en interne directement chez nous. Dernier point, alors plutôt si vous êtes sur du cloud Mendix, il y a les outils de monitoring aussi qui accompagnent vos applications. Vous pouvez avoir des alertes, des logs, du monitoring en fonction de ce qui se passe. Dans ce cas-là, vu qu'on est on-prem chez nous, on a dû compenser cette possibilité-là. On ne remonte pas nos logs sur le portail Mendix, mais on les a intégrés dans notre système ELK standard, donc Elasticsearch, Logstash, Kibana. Et puis comme ça, nos logs seront au même endroit que les logs de toutes les autres applications qu'on a développées nous-mêmes à l'État du Valais. Cette partie-là, d'ailleurs, elle s'est faite très simplement. On n'a rien eu à toucher au niveau Mendix. C'est vraiment au niveau des namespace OpenShift, là où on déploie, qu'on a mis ce qu'il faut pour que les logs remontent automatiquement dans ELK. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle le private cloud en mode connecté. Donc sur la gauche, ce que vous avez, c'est la partie vraiment Mendix, c'est le portail Mendix en ligne, dans laquelle on va pouvoir gérer les applications, on va pouvoir définir des environnements, et puis ça communique de manière sécurisée avec notre infrastructure en interne sur nos clusters OpenShift. Et puis dans nos namespace, finalement, on va installer ce qu'on appelle le Mendix agent qui permet de faire cette communication sécurisée. Et puis le Mendix operator qui lui va être en charge des opérations qu'on lui dit de faire finalement. Démarrer une application, arrêter une application, déployer une nouvelle version, etc. Quand on met en place le namespace, on configure aussi les différents éléments annexes, à savoir où est-ce qu'on va stocker les données, quelle base de données on peut utiliser. On peut faire du Oracle, du Postgres, du MySQL. Mendix supporte énormément de bases de données différentes. La même chose pour les fichiers, où est-ce qu'on va les stocker. Donc plutôt sur des systèmes style MinIO ou S3, ou S3 compatibles.
les images, où est-ce qu'on les dépose, les configurations réseau. Donc ça se met en place. C'est nous, côté IT, quand on met en place un nouveau namespace, on va configurer ces éléments-là. Et puis ensuite, ça devient transparent pour le métier, c'est une boîte noire. La partie interne, en fait, ils ne savent pas ce qui se passe réellement. C'est pas leur problème, finalement. Plus concrètement, pour une application donnée, donc là, sur la partie de gauche, on est toujours sur la partie portail en ligne. On va pouvoir définir pour une application plusieurs environnements. Par exemple, ici, intégration, qualité, production. Et puis, en interne chez nous, on a deux clusters, en fait. Un cluster OpenShift pour les tests et un cluster OpenShift pour la prod. En termes d'organisation, on a défini, c'est un juste équilibre entre... on veut séparer les données, mais on ne veut pas non plus avoir trop de namespace à manager. Donc on fait un namespace par service métier de l'État. Comme ça, un métier qui aurait 3-4 applications, elles seront toutes déployées dans le même namespace. On peut juste étendre la quantité des ressources, la mémoire, etc. nécessaires. Et on voit là, donc, on peut déployer intégration et qualité sur un des namespaces, le production sur l'autre. Pour le métier, comme on fait du citizen development, en fait, ce qu'ils voient, eux, ça c'est... Alors, je ne sais pas si c'est assez grand, si on voit bien, mais là, on est vraiment sur le portail Mendix. C'est ce que voient les citizen developers. Donc là, j'ai une partie de la capture d'écran. On voit les différents éléments qui leur permettent de déployer une application. Sur la partie du haut, c'est les différents packages. Donc, ils développent leur application, ils font des nouvelles versions. À un moment donné, hop, j'aimerais la déployer. Donc, ils vont pouvoir créer un package sur la partie du haut. Et d'une fois que le package est créé, ils vont pouvoir choisir sur quel environnement ils veulent le déployer. Dans ce cas ici, on a deux environnements, un pour le test et un pour la prod. Si on vient un peu plus en détail dans la partie un environnement, qu'est-ce que c'est ? Ici, on a les différentes options en fait, que le métier peut manager. Alors, c'est des droits qu'on leur a donnés pour l'instant. On verra à l'usage, peut-être qu'on va leur en donner plus, peut-être qu'on va leur en donner moins. Mais aujourd'hui, c'est les droits qu'ils ont. On peut par exemple démarrer et arrêter une application directement depuis le portail en ligne de Mendix. On peut faire du scaling. Si l'application a besoin de plus de ressources, en 3 clics, vous avez déployé 2, 3, 4 pods supplémentaires si c'est nécessaire. Là, pour le métier, c'est peut-être un petit peu torché déjà. Peut-être que l'IT va les aider là-dessus aussi. Vous avez déployé une version sur l'environnement de test, elle fonctionne bien, vous pouvez la transporter facilement sur l'environnement de prod. C'est des quelques clics et puis c'est fait. Dans les onglets du haut, on a aussi le deuxième onglet. Je n'ai pas de capture d'écran pour celui-là, mais ce qui s'appelle Model Options, c'est là où on peut configurer les paramètres spécifiques à un environnement. On va avoir un seul package qui va être déployé sur plusieurs environnements, mais dans les Model Options, on va pouvoir aller mettre les spécificités. Typiquement, sur mon environnement de test, je m'intègre avec le SSO de test, pas avec celui de prod. Donc, c'est dans cet onglet-là qu'on peut configurer ces éléments spécifiques. Les autres onglets, ça dépend des besoins. Celui des logs peut être intéressant pour pouvoir modifier le niveau de log de l'application. Celui de debugger peut activer un debugger à distance. Donc avec le Studio Pro installé sur notre poste, on peut se connecter en mode debug sur une appli qui tourne sur le serveur, ce qui fait qu'on peut mettre des points d'arrêt, ce genre de choses pour voir ce qui se passe dans l'application. Donc ça, c'était... ce qu'on voulait, vraiment, private cloud, mode connecté, c'est ce qu'on a pu mettre en place et qui fonctionne très bien aujourd'hui. À côté de ça, Bertrand parlait aussi d'avoir un marketplace, un store dans lequel on peut déployer des composants qui se permettent de facilement réutiliser dans les différentes applications. Donc Mendix fournit en fait deux marketplaces différents. Il y a le marketplace public, celui dans lequel tout le monde peut publier des nouveaux composants. Chaque composant qui est publié là-dedans, Mendix va jeter un œil dessus pour s'assurer que ça correspond bien à des standards et puis que n'importe qui ne fait pas n'importe quoi avec. Et puis le deuxième, c'est notre marketplace privé. En fait, chaque client Mendix a ce marketplace qui lui est réservé. Donc tout ce qu'on met là-dedans, c'est pour nous, État du Valais. Et notre objectif, quand on a mis en place le Mendix chez nous, c'était vraiment d'avoir tous les composants de base qu'on emploie dans la plupart de nos applications. Donc là, si on prend par exemple Valais UI, c'est le design standard État du Valais.
On a mis en place ce module, donc tout ce qui est CSS, images, JavaScript de base, c'est géré là-dedans. Et on peut ensuite le réutiliser dans toutes les applications Mendix qu'on va déployer, qu'on va développer, de sorte que le Citizen Developer, lui, c'est plus vraiment son problème. Il a déjà ces éléments-là qui sont en place. De la même manière, on fait du document génération, Valet ECM, file scanner. C'est des composants, des modules qui vont nous permettre de gérer tous les documents. Donc, soit pour en générer des nouveaux, soit pour les stocker. ECM, c'est pour les stocker dans la GED. Le file scanner, c'est notre antivirus. Donc, on a ces modules-là. En fait, c'est côté IT, on a mis en place ces modules pour pouvoir cacher toute la partie technique et puis faire que le métier, c'est le plus simple possible à utiliser ces éléments-là. Donc là derrière, il y a des web services REST, il y a des web services pour SAP, on sera plutôt sur du web service OData où on attaque directement la gateway de SAP. Ces éléments techniques, le métier, il s'en fout, il prend le module et puis il doit... Alors, je ne dis pas que c'est plug and play, mais c'est beaucoup plus facile à savoir les utiliser que... oui. Est-ce que si un de ces modules est mis à jour, tout le monde en profite automatiquement ou comment ça se passe ? Automatiquement, non. Par contre, alors il y a deux choses. Quand on met à jour, vous pouvez vous abonner pour être notifié qu'il y a eu une mise à jour sur un de des modules que vous utilisez. Comme ça, vous recevez un mail et puis vous savez que voilà, il y a une nouvelle version. Donc vous allez pouvoir retélécharger finalement ce module et puis vous allez pouvoir redéployer votre application avec la nouvelle version du module. Après ça fait partie justement des gouvernances qu'on doit mettre en place. Comment on veut s'assurer qu'il n'y ait pas des anciennes versions qui traînent de ces modules. Là, je dois encore apprendre à utiliser Mendix vraiment à fond, parce que je peux, par exemple, supprimer des anciennes versions si j'estime qu'il y a un bug, clairement, on ne doit plus l'utiliser. Je peux la supprimer. Je ne sais pas encore exactement les impacts que ça aura au niveau des applications qui l'employaient. Mais dans tous les cas, nous, on fera des contrôles aussi pour... Là, c'est la gouvernance côté IT à mettre en place pour s'assurer que on reste plutôt à jour sur les modules. Dans la même idée, c'est possible d'avoir une sorte de dependency graph et de voir qui dépend. Pas aujourd'hui. Il y a des demandes qui ont été faites côté Mendix. Il y a des boîtes à idées, donc il y a plein de gens qui posent plein d'idées. Et ça, c'est notamment la gestion des dépendances complète qui a été demandée aussi. Donc c'est des idées qui ont été acceptées puis qui vont venir dans les futures versions. Par rapport au module, non, on sait combien il y a eu de téléchargements, mais on ne sait pas qui exactement pour l'instant. Donc peut-être que ça va venir et que ce sera clairement un plus. Après, il y a d'autres systèmes aussi. Ils ont un data hub, par exemple, qui permet de publier des web services dedans. Et puis, les différentes applications se connectent dans ce data hub. Par contre, là, on sait quelle application utilise quel web service, etc. Donc, c'est des choses qui pourraient venir aussi. Ouais. Si on continue, messaging, par exemple, c'est un module qui permet de faire soit du mail, soit du SMS. Valet Commons, c'est des composants de base qui sont utilisés dans à peu près tous les modules utilisent Valet Commons. Le plus important, c'était Valet Red Hat SSO. Avec celui-là, on se connecte avec nos identifiants standards état du Valet. On met en place ce module-là dans une application. C'est plus qu'une URL, un user technique à configurer, et l'application est connectée au Red Hat SSO. Donc en termes de mise en place, c'est quelque chose de très simple et rapide pour les applications. Le dernier qui est en bas à gauche, Valet Starter App. Là, on n'est pas sur un module qu'on va mettre dans une application, on est sur un squelette d'application à proprement parler. Donc quand on crée une nouvelle application Mendix, on a le choix on doit démarrer à partir d'un template de base. Il y a des modèles, il y a des templates Mendix pur, il y a des templates avec déjà du SAP en termes de design. Nous, on a le nôtre, Valet Starter App. Donc avec celui-là, quand on démarre, on a déjà Red Hat SSO, Valet Commons et Valet UI qui sont complètement intégrés. Il ne reste plus qu'à finaliser quelques petites configs pour vraiment démarrer l'application. Donc avec ça, l'idée, c'est de démarrer sur ce modèle-là. Et puis, en 15-20 minutes, on se concentre plus que sur la partie métier et plus sur la mise en place de l'application. Du coup, quand on crée une nouvelle application, je crée une application, je dis que c'est le Valet Starter App, le template. D'une fois que l'application est créée, je peux la démarrer. J'ai déjà ça comme page d'accueil finalement dans mon application. Donc on a le design standard état du Valet et puis les quelques blocs là qui donnent des indications sur comment bien démarrer la mise en place d'une application.
Pour mettre en place tout ça, petite timeline un peu de comment le projet s'est déroulé. Donc Bertrand a parlé de la partie appel d'offres, on a commencé plutôt février l'année passée. Ça a pris du temps, appel d'offres, l'adjudication, on attend les fins de recours, etc. Ensuite, il y a eu toute une partie de contractualisation. Alors ça a pris un petit peu de temps, mais en réalité, c'est quelques séances par-ci, par-là. Il y a eu un petit gap entre le moment où on a fait l'appel d'offres et puis le moment où on a vraiment démarré les projets, parce qu'on avait un autre projet en interne chez nous qui pouvait avoir un gros impact en termes d'architecture. Donc on a été obligé de décaler la partie mise en route vraiment de Mendix. Mais on a commencé en termes d'architecture à faire les premiers workshops début octobre. Et puis, en parallèle, on a aussi fait les développements de ce qu'on a vu, ces modules qu'on a déployés dans le marketplace. Et puis, ce qu'on a appelé aussi le projet template, qui est en fait un faux projet, mais qui utilisait un peu ces différents modules pour s'assurer que ça fonctionne et qu'on arrive bien à les intégrer. Vous voyez que finalement, la partie vraiment intégration Mendix, c'est octobre à fin novembre, mi-décembre, on va dire. C'est ça qu'il nous a fallu comme temps pour déployer du Mendix sur nos infrastructures chez nous en interne. Donc c'est, je trouve, plutôt rapide. À partir de ça, on a aussi fait un premier projet qui est vraiment parti en production. Donc on l'a fait plutôt mi-novembre jusqu'à la fin de l'année. Réellement, il a été utilisé à partir de février, parce que le métier, en janvier, ils avaient d'autres chats à fouetter, c'est des bouclements et des choses comme ça. Cette première application, c'était une application qui remplaçait un fichier Excel qui était utilisé dans le métier, dans lequel il faisait du suivi de facturation, ce qu'on appelle les curatelles. Donc l'État du Valais gère des curatelles et puis on refacture aux communes une taxe finalement par curatelle. Donc voilà. À côté de ça, on voit, il y a après les modules de base, finalement, c'est un truc qui sera sans fin. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des nouvelles demandes, on évalue les demandes. C'est ce que parlait Bertrand avec la gouvernance et puis ce groupe de travail de la demande, le GTD. Donc chaque fois qu'il y a une nouvelle demande qui Bertrand estime qu'on fera en Mendix, on va l'évaluer en termes de ressources humaines, de ressources financières, en termes de modules à mettre en place dedans pour voir s'il n'y a pas des modules qui existent déjà qu'on peut réutiliser ou à l'inverse pour se dire là il y a un besoin. On a eu récemment la première application dans laquelle on fera du paiement en ligne. Plutôt que de le faire spécifique à cette appli, ce module de paiement en ligne, on va le sortir pour en faire un module publié dans le marketplace. Comme ça, il sera réutilisable dans toutes les applications futures qui pourront en avoir besoin. À partir de février, on a aussi pu donner le go pour toutes les autres applications qui étaient un peu en attente de la mise en place de Mendix. Donc aujourd'hui, on va le voir un peu plus tard, mais on a 11 projets en cours de développement, 2 en production. Le deuxième diamant vert, là, c'est une application que je me suis faite pour moi, qui est une application Mendix de gestion des applications Mendix. Ça me permet de remplacer mon fichier Excel qui me permettait d'avoir le suivi des licences ou ce genre de choses. Et puis en plus, cette application-là, elle a l'avantage, comme on fait du citizen development, je ne sais pas quand le métier déploie une nouvelle version. Donc avec cette application-là, elle se connecte un peu à toutes les bases de données Mendix et puis elle est capable de savoir quand est-ce qu'une application a été déployée, quelle version, etc. Ce qui fait que je peux automatiser la remontée de ces informations-là dans nos systèmes ServiceNow, en l'occurrence chez nous, notre système ITIL pour le suivi de tous ces déploiements. Puis ma grande tâche aussi en parallèle, c'est la mise en place de la gouvernance de la filière. Donc on apprend sur le tas, on évolue en fonction de ce qui se passe, des différents comportements des utilisateurs aussi, pour essayer de cadrer le plus possible la mise en place de Mendix. Donc avec Mendix, on peut faire du no-code, du low-code. Parce que ici, alors ça c'est un article de blog qui vient de chez McKinsey. On peut faire du pro-code aussi. Nous aujourd'hui, on est vraiment sur la partie low-code. La partie no-code, plutôt BA ou utilisateur métier, pour l'instant, on n'est pas là. On verra plus tard si ça vient. On est plutôt low-code dans le sens où c'est des gens dans les métiers, mais qui ont quand même un background IT à la base. Comme il disait, c'est des ingénieurs. Dans leur formation, ils ont quand même appris à faire un peu de base de données ou ce genre de choses. Donc, ils savent de quoi ils parlent quand même.
Mais par contre, on n'est pas pro-code non plus. Mendix permet de faire du Java, permet d'importer nos propres jars ou de faire du code Java dans Mendix, ou bien pour la partie front, on peut faire du React pour créer des nouveaux composants. Aujourd'hui, pour l'instant, je pars du principe qu'on n'en a pas besoin. Parce que soit on ne maîtrise pas la plateforme, et parce que le composant il existe dans le marketplace public, etc. Donc on doit apprendre à l'utiliser. Ou alors c'est qu'on est vraiment trop bon et puis si on en est à faire des composants comme ça custom, c'est que je pense que c'est un peu trop tôt. On n'en est pas à ce niveau-là encore aujourd'hui. Oui. Tout simplement déjà le simple fait qu'en no-code, on ne fera pas une application de bout en bout chez nous. Comme il disait Bertrand, on veut déjà rien que d'avoir des traductions en français-allemand. On est un canton bilingue. On part automatiquement sur la partie low-code pour aller jusqu'au bout de l'application. Après, comme je disais, pour moi, le no-code, si on devait l'utiliser, ce serait plus pour faire du maquettage. Ce serait plutôt des business analysts au niveau du métier qui utiliseraient ça pour démarrer l'application. Mais à un moment donné, il faudra passer sur la partie low-code quand même pour finaliser. Rapidement, dans Mendix, vous allez pouvoir gérer différents éléments. Alors, les éléments les plus standards, un modèle de données, des pages, de la logique. Donc là, vous avez une image qui vient de chez Mendix pour expliquer en gros qu'est-ce que c'est qu'un modèle de données. Ceux qui ont fait du Access, vous avez un peu l'habitude, on fait des tables, on fait des relations entre elles, on définit des attributs. Donc ça, c'est clairement... en fait, ça se fait par drag and drop finalement dans Mendix. On prend notre entité, on la pose sur le modèle de données et puis on configure, on fait du paramétrage finalement pour faire le développement. Ça, c'est un exemple fourni par Mendix. Plus concrètement, alors c'est un petit peu plus chargé. Ça, c'est vraiment notre application qu'on a vue tout à l'heure pour la gestion des facturations, des curatelles. Ça permet d'avoir des... Voilà, c'est un modèle de données avec les relations. Il y a des codes couleurs aussi, vous les apprenez assez rapidement quand vous faites du Mendix, qui permet de mettre en place tout ça. De la même manière, quand on a fait le modèle de données, ensuite on peut commencer à faire les pages. Là, on est sur une page qui est plutôt de type pop-up. Le principe, donc on a, sur ce qui est tout à droite, vous avez une palette de composants, de widgets. Vous avez juste à prendre celui qui vous intéresse, vous le posez dans votre page, et puis ensuite, c'est l'autre panel, c'est du paramétrage pour pouvoir définir le comportement attendu par votre widget. Donc il y a tout un tas de composants possibles qui vont de la gestion de données, c'est les premiers au sommet, de l'affichage de texte, des composants pour faire du layout finalement, de la mise en page, et puis tous les composants de type input, etc. Le panel, il est très vaste, et puis il peut surtout être enrichi quand on prend des éléments qui viennent du marketplace, par exemple, pour le compléter. Oui. J'ai une question sur les bases de données. Oui. Comment vous gérez le master data? Parce que si chaque citizen doit créer sa structure de base de données, comment un peu vous faites le lien avec toutes les autres bases de données? Alors aujourd'hui, chaque application Mendix a sa propre base, et puis après c'est de l'intégration finalement avec d'autres systèmes. Ce sera du web service ou des choses comme ça qui font que ça communiquera avec d'autres outils. C'est l'IT qui va faire les liens. Ça va dépendre de quoi exactement, mais généralement oui, c'est quand même l'IT qui va, nous, dans nos équipes de développement Java, on va développer des outils qui exposent des web services, et puis on va faire aussi potentiellement le composant Mendix, le module Mendix qui permet de l'attaquer directement, histoire de cacher cette couche technique finalement, web service, et pour que le métier ce soit plutôt finalement des entités à manipuler, des objets à manipuler. Après, aujourd'hui, effectivement, on va avoir des besoins dans chaque application. On va gérer, par exemple, la liste des communes ou des localités, ce genre de choses. Aujourd'hui, effectivement, on n'a pas un référentiel centralisé qu'on peut exploiter tout de suite. Ça viendra, on est en train de le mettre en place. Mais l'objectif, c'est effectivement, je parlais du Data Hub tout à l'heure, c'est un outil qui pourrait servir dans Mendix à mettre en place ce genre de choses très facilement. On ferait une application Mendix où le référentiel lui-même pourrait exposer les datas, actuellement au format OData,
ou au pire, on fait une application Mendix qui va lui communiquer en web service REST, puis ensuite exposant aux data. Mais ça permettrait d'avoir ça. Et puis, dans votre application métier, vous allez juste dire, j'utilise, à partir de mon data hub, je veux utiliser ce web service-là, et vous n'avez plus besoin de dupliquer les données, elles seront à un seul endroit dans votre référentiel. Ensuite, donc on a vu la base de données, on a vu les écrans. Maintenant, j'ai des boutons, je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on va venir mettre en place la logique applicative. Donc il y a différentes façons de le faire. Ici, on est sur ce qu'on appelle des microflows. Donc un microflow, ça se design un petit peu comme si on faisait du BPMN. C'est ressemblant, on va dire, dans les grandes lignes. Donc on a un point d'entrée, on a différentes activités entre deux, on voit qu'on peut faire des boucles, on voit qu'on peut faire du conditionnel. Là de nouveau, Mendix fournit tout un tas de composants qui sont juste plug and play finalement. Vous les posez, vous les configurez, puis ça marche. Donc sur le panneau de droite, vous avez des exemples d'activités potentielles. Là de nouveau, avec les outils qui viennent du marketplace, vous allez pouvoir enrichir très fortement ces composants. Vous allez aussi pouvoir vous créer vos propres sous-processus, on va dire, ou sous-microflows, que vous allez ensuite pouvoir publier dans votre panel de droite pour pouvoir les réutiliser partout où vous en avez besoin dans vos applications. Et ça aussi, dans les modules qu'on met en place au niveau du marketplace, ces modules fournissent ce genre de logique comme ça. Pour l'utilisateur final, c'est un appel, je veux utiliser ce microflow, et puis voilà. Donc, sur la base de ça, aujourd'hui, on a, donc ça fait un peu moins d'une année finalement qu'on utilise vraiment Mendix. Et on a actuellement 2 projets en production, 11 en développement et puis 4 qui sont en cours d'évaluation pour être de futurs projets potentiellement faits en Mendix. Au niveau des métiers, ça concerne plus d'une dizaine de métiers différents, que ce soit pour nous à l'informatique, mais aussi on voit développement territorial, la police cantonale, les curatelles, c'est le service cantonal de la jeunesse, la chancellerie d'État, enfin voilà, on peut toucher un vaste public finalement avec cet outil. Comme je disais, aujourd'hui, on vise quand même des services qui ont un minimum d'IT chez eux. Et ces gens-là, pour la plupart, ils ont développé eux-mêmes, soit seuls, soit avec un peu de support, de soutien, soit de nous, côté service informatique, soit avec SmartWave aussi, dans le cadre de l'appel d'offres qu'on avait fait avec eux. Puis en termes d'applications, on a des applications qui servent à gérer de la facturation, de la planification budgétaire, une application qui vient de démarrer pour faire des commandes en ligne pour les extraits du registre foncier. Après, on fait principalement, c'est vraiment des outils de gestion, et puis éventuellement aussi des référentiels. On a par exemple le service immobilier patrimoine chez nous qui veut se créer un référentiel des bâtiments, et puis ensuite connecter d'autres applications sur ce référentiel pour pouvoir centraliser les données et les avoir qu'à un seul endroit. Santé. Si on regarde un exemple concret, donc notre application de gestion des curatelles, ça va. Donc ça, je me connecte dans l'application, je me suis connecté Red Hat SSO, donc un clic pour pouvoir rentrer dans l'appli. On peut même faire que ça se connecte sans clic du tout. Ça, c'est une page d'accueil un petit peu standard où on a, en fait, à part le fait qu'on ait le design état du Valais, tout le reste, c'est du standard Mendix. Le menu en haut sommet, c'est du Mendix. Les composants que vous avez au milieu, on appelle ça des cards, vous les mettez en place. Après, il faut juste les paramétrer pour dire quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe derrière. Mais sinon, c'est du standard Mendix. Les petits badges aussi, on les met en place. Et après, il faut juste lui dire comment tu fais pour récupérer la valeur que tu affiches. Je vous parlais du petit composant qui permet de faire des feedbacks. Donc, c'est le bouton bleu que vous avez sur le côté droit. Vous cliquez dessus, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre pour pouvoir dire vous allez envoyer un feedback, vous mettez votre commentaire et puis ça part automatiquement sur le portail Mendix, de sorte que le développeur est informé que dans cette page il y a un souci, une nouvelle idée ou un bug, etc. Si on rentre dans le détail des curatelles, par exemple, on a des composants comme ça, par exemple le fil d'Ariane, les onglets, des grilles avec des filtres. Tout ça, c'est des composants standards avec Mendix. Donc, pareil, vous les mettez en place et puis finalement, il faut juste
connecter votre source de données derrière pour dire qu'est-ce que la grille doit afficher. Si on vient dans le détail d'une des curatelles, là toujours, la mise en page, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, il n'y a rien de custom sur cette appli. On a vraiment fait que avec du standard Mendix. Il y a peut-être juste le bouton qui est en haut à droite. Je ne sais pas si... Le bouton qui est ici en haut à droite, c'est pas du standard Mendix à proprement parler, dans le sens où quand vous mettez en place Mendix, par défaut, vous ne l'aurez pas, mais il est dans le marketplace. Il suffit de se connecter, vous faites une recherche drop-down button, vous téléchargez le bouton et ensuite vous pouvez l'utiliser dans votre application. Voilà. Pareil, ensuite, si je clique par exemple sur le bouton génération de documents, j'ai une petite pop-up qui va s'ouvrir, qui me propose mes différents choix. Une pop-up, ça se met en place comme une autre page finalement. C'est-à-dire, on crée une page et puis on a juste un paramètre pour dire est-ce que c'est une pop-up, est-ce qu'elle est modale ou pas, ou bien est-ce que c'est une page standard, etc. Pareil pour les champs de saisie. Que ce soit des champs de saisie de type texte, de type date, de type liste déroulante, il y a plein de choses qui sont fournies en standard avec Mendix. Le fait de griser ou pas les champs, il suffit de dire est-ce qu'il est éditable, oui, non. Ça le gère tout seul. On peut aussi mettre des règles de validation. Est-ce que mon champ est obligatoire ou pas? S'il n'est pas obligatoire et que j'essaie de soumettre le formulaire, automatiquement le champ va venir en rouge avec un message d'erreur que j'aurais pu moi définir. Mais il n'y a pas besoin de faire du code spécifique pour ces éléments-là. C'est tout géré en standard avec Mendix. Il faut que j'accélère un petit peu. Bénéfices et limites. Donc, pour nous, le gros avantage, c'était effectivement de faire du citizen development. Ça permet finalement, on a agrandi la taille de notre équipe de développement de manière un peu virtuelle, ce qui fait que on a, sur les 11 projets qui sont en cours de développement, si on n'avait pas fait ça avec du Mendix, aujourd'hui, on aurait dû les sérialiser plutôt que de les paralléliser. On en aurait eu pour une année, 2 ans, 3, ou voire peut-être plus de mise en place. Le métier, c'est aussi ils sont très demandeurs de pouvoir avoir cette autonomie, de faire par eux-mêmes les applications. Je pense que l'informatique qui débarque pour leur dire il faut que vous testiez, il faut que vous avanciez, il faut que vous nous donniez des specs, ça les embête un petit peu. Ils ont toujours mieux à faire, ils sont toujours occupés. Donc de cette manière-là, ils se gèrent eux-mêmes quand ils veulent en fonction de leur disponibilité. Du coup, c'est aussi, pour nous, SCI, on est mieux perçu par les métiers quand on vient avec ce genre de solution. Meilleure sécurité des données, effectivement, elles sont sur nos bases de données maintenant. Rapidité de développement, alors, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, comme on démarre, c'est peut-être moins visible, mais clairement, avec Mendix, on pourra développer beaucoup plus vite. J'ai une développeuse côté métier qui est en train de développer une de ses applis. Elle a dit si je devais recommencer aujourd'hui, j'irais 2 fois plus vite. Donc c'est aussi l'apprentissage de l'outil qui fait qu'on sera encore plus productif avec le temps. Par contre, il y a quelques limites. On a dit qu'on voulait combattre le Shadow IT. C'est pas parce qu'on fait du Mendix qu'il n'y aura plus de Shadow IT. Du fichier Excel, on ne pourra jamais bloquer nos utilisateurs pour faire du fichier Excel. Access, FileMaker, c'est des genres d'outils, par contre, qu'on pourra plus facilement contrôler. Mais non, du Excel, ça existera toujours. Un problème aussi qu'on a ou qu'on aura, c'est la qualité de modélisation. Nos développeurs, c'est pas des développeurs en fait. Donc que ce soit au niveau du modèle de données, tant que c'est leur appli puis qu'elle est seule dans son coin, pas trop de problèmes. À partir du moment où il y a d'autres systèmes qui viennent se connecter dessus, en particulier la BI par exemple, le modèle de données, là, il devient important. Et puis, on devra avoir, nous, côté SCI, un contrôle plus important sur ces applications-là. Et puis aussi en termes d'expérience utilisateur, les développeurs ne sont pas forcément des gens qui ont l'habitude de faire des applications. Donc il faudra aussi qu'on fasse un peu de formation à ce niveau-là. Puis une autre grande limite aujourd'hui, c'est le manque de maîtrise de l'outil lui-même. On apprend tous les jours à faire du Mendix. Donc plus on avancera, plus on passera de temps à faire des applications, meilleur on sera aussi avec cet outil. On arrive au bout, les perspectives. Donc effectivement, le but c'est de réduire quand même les développements métiers spécifiques côté IT et puis les déléguer plutôt au niveau du métier. On prend la bonne direction par rapport à ça. De cette manière-là, on va pouvoir utiliser nos développeurs internes pour ce qui est vraiment plus des réalisations techniques, des interfaces à mettre à disposition du métier. On va aussi
devoir envisager effectivement donc les formations Mendix à proprement parler. On y travaille déjà, il y a plusieurs façons de le faire, notamment les Learning Pass en ligne, mais il y a aussi possibilité de faire des formations avec des sociétés qui font ce genre de choses, SmartWave par exemple. Mais on va aussi devoir former un peu plus au niveau BA, Product Owner et puis User Experience nos développeurs, nos citizen développeurs. Comme j'ai une double casquette, low code, mais aussi case management, pour moi c'est intéressant aussi si on peut intégrer Mendix en utilisation front pour du BPMN. On a des outils Camunda derrière, donc ça peut être une solution intéressante. Et puis pourquoi pas, c'est aussi un peu pour ça qu'on est là. S'il y a d'autres administrations qui se lancent, il y a toujours moyen de faire des échanges, du partage avec d'autres clients Mendix. Donc on est ouvert à ce genre de choses. Voilà. On est arrivé au bout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Alors, je ne pense pas qu'ils aient de la crainte de ne plus avoir de travail parce qu'on déplace le développement chez d'autres. La crainte qu'ils avaient, c'était plutôt de dire on va nous faire du Mendix, mais en fait, ils voyaient ça comme un outil de génération de code et pas comme un outil de développement d'application. Donc, ils pensaient devoir utiliser ça pour avoir leur base Java, puis ensuite reprendre le code qui a été généré pour finaliser l'application. Et c'est là qu'il y a eu les plus grosses craintes, les plus gros problèmes au niveau de l'IT. Après, comme aujourd'hui, on n'a rien changé à leur métier finalement, ils font toujours exactement ce qu'ils faisaient avant. Donc, ils développent des outils, des interfaces, mais ils continuent à faire des applications métiers, à maintenir leurs applications métiers. Au niveau de l'équipe technique, pour l'instant, ça passe. Et puis, je leur ai présenté l'outil. D'une fois qu'ils ont vu ce que c'était plus concrètement, ils se sont aussi rendus compte que leurs impressions étaient fausses au départ. Et donc, il y en a quelques-uns, en tout cas, qui ont clairement dit pourquoi pas faire du Mendix au niveau technique chez nous. Alors, c'est principalement moi. Aujourd'hui, le métier va faire tout ce qu'il peut. Quand ils vont bloquer, en fait, soit ils viennent me voir, et puis j'ai un petit peu plus d'expérience qu'eux là-dessus, donc je peux arriver à les débloquer. Sinon, on a le partenariat avec SmartWave qui est en cours. Donc, on peut aussi leur mettre du support, des jours de développement avec SmartWave pour les accompagner dans la mise en place de leur application Mendix. Alors l'idée là, c'est d'utiliser la partie feedback. Les feedbacks vont remonter au développeur métier. C'est lui qui va gérer les bugs, les évolutions. C'est sa responsabilité finalement. Ouais. Alors ça, pour l'instant, c'est justement le sujet gouvernance, c'est une grande tâche. Alors moi, en tant qu'administrateur Mendix pour l'État du Valais, j'ai la possibilité de me connecter à chaque application pour voir qu'est-ce qui a été mis en place dedans. Pas à l'application déployée, mais dans le code de chacune des applications. Donc l'idée, c'est... J'ai pas envie de faire le flic, pour être clair. Je préfère être sur une base de confiance. On leur donne un outil qui leur permet d'être un peu plus autonome. S'ils commencent à faire n'importe quoi avec, je peux leur couper des accès. Donc il n'y a pas de raison d'abuser de leur côté non plus. Aujourd'hui, je pars sur cette base de confiance. Après, s'il faut, effectivement, on pourra y envisager une fois de temps en temps un contrôle pour voir qu'est-ce qui a été fait. Et puis s'assurer que s'ils ont demandé ça, ils n'ont pas développé l'entier du bras, quoi. On a des projets qui vont le plus petit qui avait été envisagé, c'était de l'ordre de 3-4 jours de développement. Et puis les plus gros, on est sur du 50 jours à peu près. Par contre, je pense qu'on surévalue aujourd'hui parce que comme on commence avec des métiers qui n'ont jamais fait de Mendix, volontairement, on chiffre un petit peu haut. Comme ça leur donne aussi le temps de se tromper finalement, d'essayer d'une manière, de revenir en arrière et puis de corriger. Donc on est sur des développements de cet ordre de grandeur. Après, par rapport à mon expérience, parce que j'ai aussi 10 ans de développement Java avant, j'estime qu'un bon développeur Mendix ira 2 à 3 fois plus vite en tout cas que si on faisait du développement traditionnel.
avez déployé une sorte de charte sous les métiers. C'est en cours, ça fait partie de la gouvernance pour nous. Aujourd'hui, on leur a présenté, par contre, c'est les contraintes sécuritaires. Donc au niveau de l'État, on a défini tout un cahier des charges de sécurité. L'avantage d'une plateforme comme Mendix, c'est qu'elle va déjà garantir par elle-même une grande partie des points de sécurité. Par contre, voilà, le métier, le développeur, finalement, il reste responsable d'une partie de ces éléments-là. Aujourd'hui, on en est là. Après, cette gouvernance, ce sera des directives, clairement, qui seront développées, enfin, qui seront publiées au niveau des développeurs, et ils auront obligation de les respecter. Ouais. C'est chez nous, dans nos équipes standards, en fait. Donc, on a eu des ressources au niveau base de données pour gérer le cluster. On a un cluster Postgres. Aujourd'hui, on déploie toutes nos bases dans Postgres. Puis, au niveau d'OpenShift, c'est nos équipes de système de gestion OpenShift, en fait, nos équipes DevOps, finalement. Le seul rôle qui a été officialisé, c'est le mien, qui est le responsable de ce qu'on appelle la filière LCAP. Donc c'est mon rôle de supervision, de chef de projet au côté IT. C'est la seule différence par rapport à ce qu'on avait avant. Donc Mendix s'intègre complètement dans nos systèmes standards. Et puis finalement, c'est un peu comme si on avait une appli supplémentaire à gérer sur les 800. On n'est plus à ça près, je crois. Mais en termes de ressources, ouais, c'est pas d'impact. D'autres questions? Aujourd'hui, on a potentiellement peu de projets. Demain, on aura peut-être plus de projets. Est-ce que vous avez entendu la notion de démocratisation peut-être du développement par le métier, peut-être qui n'est pas forcément sensibilisé à la gestion, à la question des coûts, les appels à pays, les autres API? Est-ce que ça serait une sensibilisation des services après? Est-ce que ça sera la gouvernance? C'est un sujet en cours de discussion chez nous aussi. C'est pas que du Mendix finalement, c'est l'entier de tout le service informatique. Quels sont les coûts de tout ce qu'on met en place? Donc c'est un sujet en cours d'analyse et de discussion chez nous en interne. Donc ça s'intégrera, Mendix comme pour tout le reste finalement, ça s'intégrera dès qu'on aura défini exactement ce qu'on veut faire. Et oui, s'il y a une refacturation au métier, comme ça se fait dans certains cantons par exemple, clairement ils seront sensibilisés à ça. Ouais. Alors, dans Mendix, depuis cette année, Mendix 9, qui a été sorti fin de l'année passée, début de cette année, ils ont intégré une notion de ce qu'ils appellent les workflows, qui est effectivement du BPMN. Alors aujourd'hui, je vais dire, je suis désolé pour Mendix, mais c'est en version light pour l'instant, mais ça reste aussi le concept Mendix finalement. On fait du citizen development, donc si on devait mettre en place tous les outils complexes, comme il y a un Camunda qui fournit tout, ce serait assez compliqué aux métiers à faire du développement par eux-mêmes. Donc on peut utiliser ces workflows pour faire, par exemple, des simples validations, ce genre de choses. Il n'y aura pas de souci, ça va bien marcher. Maintenant, si vous êtes sur des processus beaucoup plus complexes, c'est là où, pour moi, j'envisagerais plutôt de mettre un Camunda en arrière-plan et puis la Mendix comme partie front, et puis les web services pour communiquer entre les deux. D'autres questions? Ça a l'air tout bon? Ah bah alors, je vous remercie. Bonne...